Les nouveaux soldats, ce sont ce qu'on appelle des hackers. Ce ne sont plus les soldats avec leurs fusils mitrailleurs ou avec les missiles qui sont à l'œuvre. C'est des gens qui sont derrière des claviers. Ce sont ce qu'on appelle des hackers qui travaillent soit directement pour des États, dans le cadre de services de renseignement ou d'armée, et aussi qui travaillent en parallèle, de manière autonome, commandités ou non, ou commandités en le sachant ou commandités sans le savoir, qui font des opérations de reconnaissance, qui font des intrusions dans des systèmes soit d'administration, soit d'entreprise, soit dans des messageries, pour récupérer des données dont ils vont servir, qui cherchent des failles dans des logiciels pour pouvoir infecter des ordinateurs, et qui forment une zone grise nouvelle et un nouveau territoire de la guerre, d'une certaine manière. Le virus NotPetya qui a frappé l'Ukraine et le monde le 27 juin 2017, c'est pour nous, c'est comme une éruption où la cyberguerre devient visible et où ce que ces armes font devient visible. Et ce que ça donne, c'est que ça paralyse quasiment un pays, qui est l'Ukraine, où près de 10% des ordinateurs ont été infectés, et donc paralysés complètement. Ça empêche les gens de tirer de l'argent dans les rues, ça empêche les gens d'aller mettre de l'essence dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas payer par carte bleue. Ça rend les entreprises complètement folles et les administrations complètement folles parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième, c'est que comme c'est un virus, comme il utilise les réseaux informatiques pour se développer et pour infecter de plus en plus de monde, eh ben, ça dépasse les frontières, ça va toucher des grandes entreprises qui commercent avec l'Ukraine. Ça a été le cas de Maersk au Danemark, qui est une entreprise mondiale de logistique et de transport, de Saint-Gobain en France, et ça a occasionné une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 milliards d'euros en une seule journée, ce qui est considérable. Et pour nous, c'était l'occasion, à travers cette attaque, qui est une des multiples attaques contre l'Ukraine qui ont eu lieu. Elles sont très nombreuses, les attaques, depuis 2014, depuis que, entre l'Ukraine et la Russie, il y a une forme de guerre non déclarée. C'est un de ces moments où on se rend compte de la puissance de ces armes nouvelles qu'on n'appelle pas encore ou rarement des armes et qui pourtant le sont. On a cherché à caractériser, au fond, ce conflit et à trouver ses caractéristiques. Ses premières caractéristiques, c'est qu'il est invisible. La plupart du temps, on ne le voit pas, parce que les entreprises et les États ne communiquent pas sur leurs faiblesses, parce que ça ne nous affecte pas toujours dans notre vie quotidienne, ou pas dans des dimensions qu'il faut qu'on ait au courant. Il est permanent parce que, là aussi, tout le monde cherche tout le temps à pénétrer plus avant dans les réseaux, que ce soit de télécommunications électriques, de ses amis et ennemis. Et pour l'instant, dans ce cadre-là, ça reste de l'espionnage. On pourrait la qualifier de trois manières: influence, sabotage et manipulation. Et elle est de prendre le contrôle sans pour autant déplacer la moindre troupe. Alors on s'est dit, mais au fond, c'est une forme de, non pas de guerre froide, mais de guerre permanente et de méta-guerre qui s'attaque au fondement de nos sociétés connectées et qui utilise les outils et les pervertit, que ce soit les outils de la démocratie, de la liberté d'expression, et ça a été le cas pendant l'élection américaine de 2016, à travers les trolls sur Facebook ou les informations données à la presse. Et au fond, c'est ce que ça cherche à produire, c'est une inquiétude permanente. Comme tout est caché, comme personne ne revendique jamais les actions, en fait, l'avantage va au plus offensif. C'est ce qui fait qu'on parle tant de la Russie aujourd'hui. C'est qu'elle est très offensive, de la même manière qu'elle l'a été sur le terrain en Ukraine, en annexant la Crimée, ou en Syrie.
Et pour l'instant, rien ne l'arrête. En tout cas, rien d'officiel ne l'arrête, puisque, là encore, ce n'est officiellement toujours pas elle est dans le déni plausible. L'enjeu serait de pouvoir sortir de cet état de fait. Mais ça nécessite un accord entre les États, ce qui est compliqué. Néanmoins, je pense que ce qui risque de se produire, et ce qui est en train de se produire vraisemblablement, c'est une prise de conscience à la fois par les grandes entreprises, à la fois par les utilisateurs et par les États, que la sécurité doit être au centre du développement numérique, ce qui n'a pas été le cas pendant les années pionnières, qui est les années que nous avons vécues jusque-là. De toute évidence, les piratages ont continué, les opérations de manipulation ou de sabotage vont continuer encore, et qu'elles risquent de produire d'importants dégâts.